Écoutez, je suis content de vous proposer cette communication qui, en fait, on l'a fait à plusieurs. Hein. On est quatre chercheurs à travailler dessus. Séverine Ferrière qui organise le colloque, vous avez vu, et puis deux autres collègues, Jacques-Henri Guignard et Pavel Macron, qui sont de l'Université de Nantes, euh, qui sont spécialisés en psychologie du développement. Donc moi-même, Michael Vautier, psychologue, enseignant ici à l'INSPE. Euh, je vais vous parler du HPI. Alors, c'est un sujet très large, très vaste, éminemment politique. Qui dit politique dit économique, social, sociétal, marketing aussi. Ça vend bien le HPI, et puis surtout profondément humain. Voilà, c'est ce qui m'intéresse moi. Pourquoi je suis venu à travailler sur ces questions-là? Pour deux raisons. La première, c'est que en faisant cours en psychologie du développement, je m'intéressais à ces questions du haut potentiel, des processus cognitifs, et j'ai eu, alors beaucoup je dirais pas, mais quand même chaque année, régulièrement, un ou une étudiante qui vient me voir, qui me dit mais moi ce que vous me dites là, ça me parle. Et par rapport au profil, j'ai été diagnostiqué. Donc, il commençait justement, on parlait tout à l'heure de l'implication du chercheur, bah, qui commençait à venir voir autre que l'enseignant, le psychologue, pour parler de leur vécu, qui n'était pas forcément évident, notamment à l'école. La deuxième raison, c'est que j'ai eu et j'ai rencontré des adultes que j'ai accompagnés, diagnostiqués comme au potentiel, HPI, et en souffrance quand on évoque, alors en souffrance en tant qu'adulte, mais aussi en souffrance quand on évoquait leur scolarité. Difficile pour eux, sentiment de décalage, sentiment de ne pas être à leur place, et pourtant avec des fonctions cognitives importantes. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à ces questions. Ce qu'on va faire, là, on va centrer évidemment sur le dispositif de recherche que je vais vous présenter, mais je vais essayer aussi d'être un petit peu plus large que le dispositif pour vous donner quelques éléments, et puis après, si vous voulez, on aura un temps d'échange sur tous ces éléments. Alors, la définition du haut potentiel. Il y a une définition qui est commune, celle-là, on est d'accord dessus. C'est un sujet qui a passé un test de QI. Vous savez que les tests de QI, hein, ça a été développé par des Français, hein. À l'époque, un test de QI avec un quotient intellectuel supérieur ou égal à 130. Voilà, ça définit le haut potentiel intellectuel. Bon. Mais de mon point de vue, on ne peut pas s'arrêter là, c'est plus complexe que cela. Il y a d'autres éléments sur lesquels on pourra revenir. Ça ne fait pas forcément consensus. Il y a quelques consensus d'un point de vue neuroscientifique. Mais au moins, on a ce consensus-là. Le test doit être supérieur ou égal à 130. En 2019, alors là, on parlait au niveau politique, éducation nationale, donc la DGESCO, qui est la Direction générale de l'enseignement scolaire, propose un vadémécum avec l'idée de donner la possibilité, hein, aux élèves, alors on ne parle plus d'élèves intellectuellement précoces, hein, ils deviennent des élèves à haut potentiel, EHP, hein, EHP, élèves à haut potentiel, c'est comme ça qu'on les a appelés et que se définissent les collégiens qu'on m'a interrogé. L'idée, c'est de leur proposer des dispositifs pour qu'ils puissent développer pleinement leur potentialité. Et donc, ces collèges vont proposer des dispositifs autour de l'accélération de parcours, ça peut être le saut de classe, l'enrichissement des cours, un accompagnement individuel et des ateliers spécifiques. Hein, je vous en dirai quelques mots de ce qui est fait et de ce qui a été fait dans l'académie. Et puis, là, d'abord, je compte sur une proposition de l'Assemblée nationale, donc des parlementaires qui se réunissent et qui disent il faut des moyens pour pouvoir, un, identifier ces profils, deux, augmenter le nombre de référents et avoir des heures dédiées à ces dispositifs. C'est important parce que on est au 21 mai 2024 et cette proposition se termine par à l'heure actuelle, cette bonne intention de loi ne se traduit pas de manière concrète. Juin 2024, chiffre les solutions et voilà, on attend la suite, hein, par rapport à cette fameuse proposition de résolution. Voilà. Quelques éléments aussi sur la perception des profils des élèves à haut potentiel à partir d'un article réalisé par des collègues sur le mal-être
des élèves et les difficultés socio-affectives qu'ils rencontrent. Et ça, c'est un consensus. Enfin, dans cet article, c'est ce qui est relevé par les chefs d'établissement. Voilà, donc quelques caractéristiques. Hein. Cette question du mal-être et des difficultés socio-affectives, elle est convergente avec ce que disent un peu les praticiens, hein, les inquiétudes des praticiens. Des articles là-dessus sont parus. Les risques par rapport à une identification trop stigmatisante c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des stéréotypes dans lesquels on enferme ou même s'enfermerait hein, les élèves dits à haut potentiel. Autre point aussi sur ce qui a été observé dans la recherche, il n'y a pas de réel soutien en fait ou de lien entre le fait d'avoir des aptitudes intellectuelles élevées et des difficultés relationnelles. Par contre, ce que Guignard a montré en 2021, c'est que chez les adolescents qui sont identifiés au potentiel intellectuel ou élèves à haut potentiel, il y a un sentiment d'intégration au père qui est plus faible. Voilà. Et l'importance aussi qui est donnée à la satisfaction de la vie scolaire par rapport à la population générale. Voilà. L'idée d'une... alors là, on jongle en fait sur quelque chose, vous verrez dans les résultats des études, c'est intéressant, c'est comment être sur cette ligne de crête assez fine entre reconnaissance des besoins, mise en place de dispositifs qui vont avec ces besoins, et puis risque de stigmatisation ou d'enfermement dans une forme d'étiquetage du « ah, il est au potentiel ». On verra l'importance que ça a à travers ce que nous disent les élèves. Alors, le contexte de la recherche, on est parti d'un paradigme qui est celui du child study, c'est-à-dire donner la parole aux jeunes, partir de ce qu'ils nous disent, non pas pour qu'ils restent, entre guillemets, des objets de recherche, mais qu'ils soient eux-mêmes des sujets de la recherche. Hein, et on retrouve ce qui a été dit dans la communication, les communications précédentes. Avec l'idée donc de les impliquer dans une recherche participative. On part de la parole des élèves pour pouvoir construire un dispositif. Le dispositif tel que l'on l'a construit, il a fait d'abord l'objet d'un premier groupe de travail à Nantes, puisque sont Fabien Macro et Jacques-Henri Guignard donc sont de Nantes, avec la mise en place d'un comité d'élèves, c'est-à-dire que avant d'aller interroger les élèves sous forme de groupe, hein, puisqu'on a fait ce qu'on appelle les focus group, il y a eu un comité d'élèves qui a été mis en place à l'époque à Nantes pour travailler sur la grille d'entretien, sur les éléments qui allaient être proposés lors du focus group. Et à partir de ce comité d'élèves et de cette grille, eh bien, on a fait donc notre travail de recherche que je vais vous présenter tout à l'heure. Quelques éléments sur les dispositifs à La Réunion. Jusqu'en 2023, sur le papier, on avait un lycée, le lycée de Bellepierre, 3 collèges. Le collège de Montgaillard, pour ceux qui connaissent, à Saint-Denis, Hubert de Lille à Saint-Benoît, et Marcel Boulette, qui ont mis en place des dispositifs spécifiques pour les élèves dits à haut potentiel. À la rentrée 2022-2023, 718 élèves sont identifiés comme HPI et 38 ont pu en bénéficier au collège Marcel Boulette. Alors pour la petite histoire, je vous ai mis une photo là que vous pouvez voir de Marcel Boulette ici. Hein, Marcel Boulette, c'est le premier aviateur à s'être posé à La Réunion en 1929. Pas rien. Hein. Et le collège Marcel Boulette, ça a été, alors si je ne me trompe pas, le premier à mettre en place ce dispositif en termes d'accompagnement des élèves à haut potentiel. Voilà. On connaît bien Roland Garros, on connaît moins Marcel Boulette. Vous verrez son nom si vous allez à l'aéroport, je crois qu'il y a des salles. En tout cas, je sais que j'ai vu sur un avion d'Air Austral, vous avez l'avion Marcel Boulette. Donc voilà,
C'est important de, voilà, et ça a été le premier aussi à relier La Réunion à Madagascar aussi. Voilà. Le dispositif tel qu'il existait, parce que voilà, c'est ça la nouvelle, telle qu'il existait jusqu'à présent, eh bien, c'était des ateliers qui étaient proposés, euh, alors sous forme d'ateliers de méthodologie, apprendre à apprendre, de gestion des émotions, avec de la méditation, du yoga, de la créativité. Ça aussi, ça. Alors, deux éléments importants qu'on va retrouver dans les spécificités des élèves, des profils potentiels, une forte créativité, qui s'explique d'un point de vue neuroscientifique aussi, une forte créativité et aussi un besoin aussi de pouvoir gérer les émotions. C'est ce qu'on va voir dans les éléments qui nous ont été donnés au cours de la recherche. La nouvelle, c'est que le dispositif à Marcel Boulette, lui, ne sera pas reconduit en 2024-2025. Je vous en dirai un mot tout à l'heure parce qu'on ne va pas laisser tomber l'affaire quand même. Et puis actuellement, le seul dispositif qui existe encore, c'est celui de Henri Delisle à Saint-Benoît, pareil, avec des ateliers thématiques pendant la pause méridienne. Et ce qui est intéressant, vous regardez bien, vous avez tout ce qui va toucher donc à la méditation, à la gestion des émotions, au questionnement un peu plus élargi sur la place de chacun et de soi dans l'univers, et puis sur aussi les outils de communication, notamment avec, alors j'étais étonné, mais c'est voilà, de l'indonésien, un atelier d'indonésien qui est proposé à ces élèves euh, reconnus comme un haut potentiel. Alors, je vais vous présenter le dispositif de la recherche tel qu'il a été élaboré. Je vais vous expliquer ça voilà, sous forme d'un... Voilà, hop, j'étais un peu vite. Voilà, sous forme de tableau. Très rapidement, donc il y a eu, si vous voulez ici, un guide qui a été fait, qui s'est basé sur le questionnaire bien-être à l'école, donc qui a donné lieu à aussi, ce que je vous disais, un comité d'élèves qui a été mis en place, un comité de jeunes enfants, enfin d'enfants et des jeunes. Et puis, on est allé faire dans la première phase, on est allé sur place, faire des focus group, c'est-à-dire mettre en place deux groupes qui étaient un groupe d'élèves de 6e et de 5e, séparément, avec un groupe de 4e et de 3e, avec deux chercheurs, deux enseignants-chercheurs, donc Fabien Macron, Jacques-Henri Guignard qui étaient là, Sébène Ferrière, et Inès Ebar, ici présente, qui est étudiante en Master 2 de recherche en éducation, qui fait son mémoire sur cette question-là, et donc qui a assisté aussi au focus group. On a été relevé, vraiment filmé, enregistré ce qu'ils avaient à nous dire sur, alors, comment ça se passe pour toi? C'est ça, hein, comment ça se passe pour toi au collège? Quels sont les rapports que tu as avec les enseignants? Quels sont les rapports que tu as avec tes collègues? Et comment tu te sens globalement? Voilà, à peu près hein, les grands thèmes, hein, enseignants, le rapport à l'école et puis le rapport entre eux. Ça, c'était la première étape. On a retranscrit, donc c'est un logiciel qui a retranscrit tout ça et qui a donné, ce que je vais vous montrer tout à l'heure, donné lieu à deux choses, un nuage de mots, c'est-à-dire que on recueille toute la parole des élèves, hein, 6e, 5e, 4e, 3e, on met ça ensemble, et puis on a un nuage de mots avec des occurrences très fortes, et on a travaillé par co-occurrence, c'est-à-dire des classes de mots. Je vais vous montrer. On leur a présenté, ça c'était donc la première étape, c'était le recueil des données. La deuxième étape, c'était de leur présenter finalement ces nuages de mots et ces co-occurrences, et puis de les faire réagir sur ce qu'ils avaient produit eux-mêmes pour essayer de dégager des éléments qui allaient nous permettre, nous ensemble, de réfléchir à leurs besoins, leurs préoccupations et puis les perspectives de recherche. Alors voici ce que ça a pu donner. Donc là, vous avez tout mélangé en fait, le nuage de mots qui apparaît ici avec plus, en fait, le mot est épais, plus il y a une occurrence, il vient dans le discours, autour de aller, EHP, prof, classe, vraiment comprendre, etc. Et puis des classes de mots que l'on voit ici, sur lesquelles je vais revenir, qui étaient plus propres, je dirais, à certains moments au 6e, 5e, mais qui ont pu donner lieu finalement à 4 grandes catégories sur lesquelles on leur a demandé de réfléchir.
Alors, la première étape, donc, ça a été de leur parler. Voilà. Alors, on leur a demandé aussi ce qui s'était, lorsque nous sommes revenus, hein, donc, première étape, on recueille ce qu'ils ont à nous dire. Deuxième étape, on revient, on est revenu 3 mois après, et on leur a demandé, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour eux. Alors, les sixième, cinquième, disaient qu'ils n'en avaient pas forcément reparlé, et qu'ils avaient aimé s'exprimer. Le cinquième était peut-être un peu plus gêné à s'exprimer devant les autres. À la différence des sixièmes, cinquièmes, les quatrièmes, troisièmes, eux, déclaraient ils en avaient reparlé et qu'ils avaient trouvé intéressant de pouvoir s'exprimer. Et puis, ça les amenait à réfléchir sur ce dispositif. Et puis, c'est le questionnement aussi, comme ce qui avait été exposé par notre collègue, sur la suite, finalement, quelle suite à donner. Voilà, ça pourra faire l'objet de questionnements ensemble. Alors, le, euh, quand on leur a demandé ce qui, voilà, ce qui les marquait, ce qu'ils avaient à dire par rapport à ces nuages de mots, les sixième, cinquième donc ont été, il y a eu beaucoup d'échanges sur la prépondérance des mots EHP et ALE, hein, dynamique qui semble s'installer derrière. Il y a aussi il y a des focalisations sur des choses. Alors on les voit, c'est très petit, hein, G1, F3, F1 sur des choses qui n'étaient pas de l'ordre de mots. Pourquoi ça fait partie de ça? Euh, les quatrième, troisième, eux, se sont beaucoup plus interrogés, nous ont interrogé sur la méthodologie. Comment vous avez fait? C'est-à-dire qu'ils ont voulu savoir comment le logiciel traitait les informations, quelle est la taille des mots, le nombre d'occurrences, etc. Ça a été le premier retour sur le nuage de mots. Et puis après, il y a eu le retour sur les différentes classes de mots. Et là, on a demandé aux élèves, est-ce que vous pouvez catégoriser en fait ces différentes classes de mots qui apparaissent sous forme de co-occurrence. Les sixième, cinquième, donc on classait assez rapidement, hein, en disant, voilà, nous on trouve que la première classe ici, ça touche tout ce qui va toucher à la famille. La deuxième classe ici concerne plutôt les notes. Euh, la question de l'EHP, de ce que c'est, et puis, dernier point, la question de la gestion des émotions. Ce que l'on a demandé après, ça a été de faire la même chose au quatrième, troisième. Alors eux, ils ont relevé, on leur avait pas montré, hein, ça forcément, hein, ce qu'avaient fait les sixième, cinquième, et eux, voilà, ça leur a fait penser à ce qui était de l'ordre de la découverte, de l'EHP. Les notes, ils ont associé ça à collège compétition, EHP au questionnement, et puis là, on retrouve la même chose au niveau sensibilité et émotion. En fait, ce qui était intéressant de noter, c'est que on voit que dans ce qu'ils nous disent, c'est que les quatrième, troisième, ils ont déjà un peu de recul, et donc ils se sont projetés au moment où, plus ou moins, leur haut potentiel a été découvert, ou en tout cas a été reconnu, puisque c'était le moment où ils entraient en sixième, et ils entraient à ce moment-là dans le dispositif spécifique. Donc ça a été cette découverte de qu'est-ce que je peux faire ou comment on peut m'aider par rapport à ce haut potentiel. La question des notes, c'était une question très importante puisque là, pour eux, c'est l'idée de la compétition qui apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les études de bien-être à l'école, la question des notes est une question importante qui revient souvent, hein, dans la parole des élèves, de manière générale, hein, c'est la pression des notes. Autour de l'EHP, c'est pour eux, pour le quatrième, troisième, un questionnement. Hein, pour eux, qu'est-ce que l'EHP? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi est-ce que je suis EHP? Et puis, le consensus lui portait surtout sur la question des émotions, où là, effectivement, la gestion des émotions et la sensibilité des émotions faisait consensus. Euh, la deuxième étape a été, après, les avoir fait réfléchir sur ces différentes classes, quelles sont les préconisations? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Quels sont vos besoins? Donc, pour les sixième, cinquième, on a trois axes qui sont le contenu, c'est-à-dire que les besoins, il y a des besoins d'espace spécifiques pour eux, pour pouvoir se retirer, se poser. Euh, donc ça, c'est des aménagements spécifiques qu'ils demandent. La temporalité, l'idée que le créneau puisse être plutôt sur midi et deux qu'après les cours, parce qu'en fait, ça les fait rester plus longtemps que les autres copains. Et ça, ils en ont pas envie, quoi. Voilà. On est comme les autres élèves, finalement. C'est ça l'idée. Et puis surtout,
les enseignants demandaient à ce qu'ils soient bien formés. Ils ont mis en évidence la place du vécu personnel, parce ce qu'il faut savoir, c'est que dans le dispositif Marcel Boulette, les enseignants qui se sont investis sont souvent des parents, eux-mêmes des parents d'élèves, avec des élèves, enfin des enfants qui présentent les caractéristiques du haut potentiel. Voilà. Par rapport à ça, ce qu'on dit les quatrièmes, troisièmes, au niveau de la temporalité, ils en avaient un peu marre que les activités se répètent. Ils auraient voulu d'autres choses, des ateliers un peu différents. Ce qui est apparu propre vraiment là, alors, propre à l'adolescence des quatrième, troisième, le regard des autres, la peur, et j'en parlais tout à l'heure, la peur de la stigmatisation, de ne pas être considéré entre guillemets comme les autres. Et puis, un point commun sur les enseignants, l'importance qu'ils puissent bien connaître ces profils EHP. Ça, j'avance, voilà, par rapport à ce qui a été dit. Alors, l'intérêt d'avoir un lieu, ça, on l'a vu. L'idée de ce lieu, avec l'idée que ces ateliers puissent être source de stigmatisation ici finalement, hein, c'est la limite. On a vu l'idée que ça soit pas dans leur emploi du temps, que ça fasse à la limite partie, et c'est ce qu'il y a au collège Hubert de Lille, c'est que ça se passe sur la poste méridienne, donc là c'est intéressant. Importance, hein, ça vraiment d'avoir des outils et des lieux d'expression de la gestion de leurs émotions. Ça, c'est quelque chose qui revient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui revient de manière intéressante dans les deux groupes, et puis sensibilisation du corps enseignant. J'avance. Ce qui a été important, c'est de pouvoir donner la parole aux adolescents. Hein. Le fait de revenir aussi, ça c'est quelque chose d'important. Et puis, il y a, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une déception de leur part. Ils savent que quand on les a vus là, en juin de cette année, ils étaient déçus que le dispositif s'arrête. Ils se sont dit, au collège, c'est un intérêt, mais plus tard, on ne sait pas. Et on revient sur l'aspect, ce qui est revenu à chaque fois, c'est l'aspect émotionnel, c'est-à-dire d'avoir des outils pour pouvoir gérer les émotions, et des lieux pour ça, et la connaissance par les enseignants. Pour les perspectives de recherche, on a une extinction du dispositif, mais on ne lâche pas l'affaire parce que Inès, ici présente, souhaite, et je l'encourage, repartir, même si le dispositif n'existe plus, aller voir les élèves, alors voir si on fait un focus group ou pas, pour leur demander comment vous vous sentez par rapport à ça. Qu'est-ce que vous envisagez pour vous? Quels sont vos besoins? Voir s'il y a toujours des besoins spécifiques ou comment eux vivent cette extinction. Et puis là, on y réfléchissait, je le disais tout à l'heure, je trouve que d'avoir des analyses biographiques aussi serait peut-être intéressant pour éclairer ça, hein, à partir de leur discours, comment ils se sont vécus pendant toute cette scolarité. Voilà, ça c'était les éléments de réflexion qu'on a échangés, qui sont venus en vous écoutant. L'idée aussi de pouvoir finalement, on entre, si vous voulez, dans une dynamique aussi au niveau politique, éducation nationale, qui promeut le développement des compétences psychosociales. Donc là, c'est pour tout le monde, hein, et puis travailler sur ce comment avec les autres, parce que finalement, ce sont des élèves, entre guillemets, j'allais dire, comme les autres, mais avec des spécificités qui sont intéressantes, avec l'idée de ne pas stigmatiser non plus, mais d'en prendre compte, hein, par rapport à leurs propres besoins. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a peut-être quelques secondes pour des questions, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps, oui? Oui. Alors, j'ai plusieurs questions, mais je vais me contenter d'être concis, on va dire. Sur la question psychologique, je trouve que le sujet est d'un intérêt vraiment capital. Après, si on téléverse cette question sur l'aspect plutôt sociologique, on peut parler aussi d'une sollicitation très socialement située du dispositif et des opportunités de diagnostic des élèves HPI. Ouais. Notamment, ça a été évoqué dans la petite noblesse de l'intelligence de l'autonomie ou encore dans la médicalisation de l'échelle scolaire de Stanislas Morel, ce qui fait que, en fait, la catégorisation HPI n'est effectivement pas seulement une catégorisation dite psychologique, psychiatrique, on se rejoint là-dessus. Ensuite, sur le dispositif Marcel Boulette, est-ce qu'il était toujours question d'un internat? En fait, puisque j'ai connu le dispositif à l'époque, je n'y étais pas, mais je savais comment ça fonctionnait. En fait, quels sont les effets, du moins dans les entretiens avec les élèves que vous avez pu avoir,
d'un entre-soi d'élèves avec ces mêmes caractéristiques et ces mêmes récits de scolarité dits plutôt négatifs, est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait de maintien de cette expérience scolaire négative par un entre-soi, par une fermation, le vote sûrement maintenu entre ces élèves? Ouais, vous avez raison, il peut y avoir cet effet-là, effectivement. En tout cas, dans ce qu'ils nous disaient, eux, ils étaient contents de se retrouver entre eux. Il y avait cette idée. On est content de se retrouver entre nous, et en même temps, on n'a pas envie non plus d'être stigmatisé. C'est ce que je disais, on est sur une ligne de crête. Et il y a le fait de pouvoir avoir ces ateliers spécifiques qui sont de l'ordre, pour moi, plus de l'enrichissement, hein, mais aussi de la gestion des émotions. Finalement, ça leur fait du bien. Mais j'avais envie de dire aussi, ça peut concerner tous les élèves. C'est pas que les élèves, vous voyez, HPI. Et c'est pour ça que votre remarque est juste, parce que dans les quatrièmes, troisièmes, ce qu'on voyait, c'était vraiment la question de le regard des autres. Hein, le regard des autres. Je sens qu'il y a quelque chose de différent, et en même temps, je ne peux pas l'être complètement. Donc, c'est vraiment très fin comme. On est sur un positionnement assez fin, moi, je trouve. Mais en même temps, on ne peut pas nier. Il y a quelque chose de différent. Voilà. Ouais. Du coup, après, je parle de classe. Du coup, les 6e, 5e, 4e, 3e, on voit une différence justement de perception qu'ils avaient eux selon le niveau scolaire et l'âge. Ah, c'est-à-dire que vous dites, on aurait pu mélanger tout le monde, en fait, c'était ça? Oui. C'est ça l'idée, ouais. En fait, on est parti sur 6e, 5e, 4e, 3e parce que ça correspond à l'organisation des ateliers. C'est-à-dire que sur le terrain, il y avait des ateliers pour les 6e, 5e et d'autres pour les 4e, 3e. Voilà. Donc, on n'a pas voulu forcément mélanger. On a voulu voir s'il y avait des différences ou pas. Bien, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux participations en ligne. Merci à Michael pour cette présentation en présentiel. Merci aux étudiants qui ont assisté à cette séance d'échange. Et puis, nous sommes déjà à l'heure de la pause déjeuner, donc nous allons reprendre des forces pour continuer ce colloque passionnant. Merci beaucoup. Merci.